À 1000 mètres d'altitude, au sud du Massif central, le plateau de l'Aubrac. Un pays intimement lié à la gastronomie française. Une terre d'élevage et de tradition où des hommes se battent pour préserver l'identité de leur patrimoine culinaire. Ce terroir, c'est la source d'inspiration d'une famille de cuisiniers d'exception, la famille Brasse. Ils ont installé leur étonnant restaurant 3 étoiles au cœur du plateau. Et dans leur cuisine, c'est le goût de l'Aubrac qu'ils veulent défendre. Messieurs, vous venez s'il vous plaît. Ce matin, c'est l'effervescence. Après la fermeture hivernale, le restaurant va rouvrir ses portes dans quelques jours. Et ces jeunes cuisiniers ont tout à apprendre des habitudes de la maison. Ils viennent du Japon, du Brésil ou d'Angleterre et vont assister à leur première initiation aux saveurs de la région. On peut faire le point là, garde-manger avec des herbes. Le chef, Sébastien Brasse, leur présente ce qui fait la signature de sa cuisine, le végétal. Voilà, donc pousses de betterave, donc ça c'est des épinards rouges, clétone de Cuba, nombril de Vénus, un peu de chicorée, pimprenelle, on en aura aussi un petit peu de la sauvage, mais Bernard maintenant il nous a fait... Ces apprentis découvrent des plantes hors du commun. Il va falloir qu'ils apprennent à les reconnaître. Pensez à goûter tout ce que vous ne connaissez pas, il faut enregistrer toutes les nouvelles choses que vous ne connaissez pas forcément. Il faut se construire votre bibliothèque de parfums, ça c'est important. Dans la plupart des herbes, on veut vraiment des pointes de tiges qui respirent la fraîcheur. Donc jamais arracher ou couper avec les ongles, toujours avec un couteau et à 45 degrés. Voilà. Ça aussi, tiens. Pour la suite de l'initiation, direction le plateau de l'Aubrac, aux alentours du restaurant. Un lieu réputé pour sa flore exceptionnelle, Sébastien emmène 3 de ses apprentis, venus de l'autre bout du monde, pour une cueillette sauvage. C'est la découverte d'une cuisine, la découverte d'une région, d'un patrimoine, la découverte d'un nouveau terroir pour eux. Taku est japonais, tous les deux sont brésiliens. Donc voilà, c'est une nouvelle aventure pour eux. Ils vont passer 6 mois à nos côtés et découvrir plein de choses et revenir enrichis de toutes ces nouveautés chez eux. Et regardez les érythrones là. Alors les érythrones, elles poussent pas en plein champ, en pleine lumière, mais un petit peu à l'abri, tu vois. Donc ça, c'est les feuilles et fleurs d'érythrone. Donc on garde la fleur et la feuille. Goûtez la feuille. Oui. Vous allez me dire à quoi ça vous fait penser. Vous croquez, vous mâchez bien. Épinard. Épinard, ça a un côté un petit peu chlorophylle. Noix. Nous, on trouve beaucoup de noix, noix vertes et avocat un peu, tu vois. Noix vertes, avocat. Donc ça, on va utiliser feuilles et fleurs. On en a pour 15 jours, 3 semaines. À cette époque, l'autre grand classique du plateau de l'Aubrac, c'est l'ail des ours. Ouais. Vous avez goûté? Ah, faut goûter. C'est la première chose à faire. Mais c'est puissant, hein. C'est long en bouche, c'est costaud. Donc on ne va pas mettre 5 feuilles sur une assiette. Et les bulbes, c'est un peu plus fort. Alors les bulbes, on essaie de ne pas les arracher parce que si on arrache les bulbes, ça ne va pas repousser l'année prochaine. Ah oui, d'accord. Depuis enfance, c'est mon terrain de jeu. Je suis né à l'Aïole, un des derniers purs Laïolais, justement. Qu'est-ce qui m'a transmis ça? C'est mes grands-parents, c'est mes parents, c'est les balades en forêt depuis tout jeune. C'est la curiosité, c'est l'émerveillement au quotidien. Cet amour de la nature, c'est donc une histoire de famille. Car chez les Brasse, il y a Sébastien, le fils, mais il y a aussi Michel, le père, le premier à avoir sublimé les saveurs de l'Aubrac. En 40 ans de cuisine, Michel est toujours resté fidèle à sa terre d'origine. Ce plateau sauvage, c'est sa véritable source d'inspiration. Et depuis toujours, c'est le goût de l'Aubrac qu'il a voulu donner en héritage à Sébastien. Je
crois qu'au-delà de la cuisine, ce qu'on a transmis à nos enfants, puisqu'on a 2 garçons, c'est l'amour d'un pays, c'est l'amour d'un territoire, c'est aimer la vie. Et je pense que le métier de cuisinier repose là-dessus. C'est aimer partager, aimer la vie, aimer croquer la vie. Et c'est ça qu'on a essayé d'initier, enfin d'inculquer à nos enfants au prime abord. Mais il y en a quand même. Là, on a une perte. Comme tous les matins, Michel se rend dans son potager. Il est l'un des premiers chefs à avoir cultivé son propre jardin. Mais ici, pas de carottes, ni de poireaux, plutôt une extraordinaire collection d'herbes. 120 variétés de plantes et de fleurs. Même les tulipes sont comestibles. C'est le véritable trésor de Michel. Depuis toujours, et Sébastien prend le relais, c'est le végétal qui guide un peu la création du plat. Je lui amène sa dynamique. Nous, quand on crée, c'est le passage obligé, le végétal, qu'il soit aromatique ou qu'il soit garniture ou autre. Et puis après, bon, tout se déroule. On va prendre des fleurs de tulipes, je les ferai ouvrir là-haut à la lumière. En ce début du printemps, la récolte s'annonce déjà très bonne. Il suffit à Michel de regarder ses herbes et son menu se dessine. On va avoir 34 barquettes différentes aujourd'hui. Les chicorées, là, les 2, là, elles vont aller avec l'agneau. Ça, c'est des fleurs de tulipe qu'on va faire ouvrir à la lumière. Ça ira avec le gargouillou. La grecque et l'officinale, ça va avec la salade d'asperges. C'est avec quoi, ça, déjà, là? Ça, c'est une plante qui s'appelle Glycérrhiza, qui est sur des connotations de réglisse. Ça va aller avec l'artichaut, crevettes et orange. Mais c'est de la magie, vous vous rendez compte, j'arrive là-haut avec tout ça. Bon. Puis même les cuisiniers, quand ils voient ça, ils abordent le produit de manière différente. Après sa cueillette, Michel retrouve Sébastien au restaurant. Tu en veux beaucoup ou quoi? Mais j'en ai encore là. C'est dans ce panier que les 2 cuisiniers vont trouver l'inspiration. Michel est le créateur de cette cuisine innovante, mais c'est ensemble qu'ils ont décroché leur 3e étoile. Aussitôt, Sébastien se lance dans une nouvelle création. Son défi, retrouver toute la fraîcheur du jardin dans l'assiette. Mais il tâtonne encore. On a cette idée de salade d'asperges, mais là, mettons, il a fait l'aller-retour dans l'eau. Donc, les asperges sont partiellement cuites, mais trop pour moi. J'ai envie d'une salade fraîche, j'ai pas envie d'une salade de légumes morts, j'ai envie d'une salade vivante. Donc, j'ai envie que les asperges aient encore leur texture pas crue, mais quasiment qu'elles aient du nerf, de la mâche, et que ça pète au palais. Voilà. Ça, c'est la mousse de lait réduit au cumin. Mais je ne suis pas convaincu du résultat. Ça, il faut que je le retravaille ce soir ou demain matin dans le premier service parce que ça ne me va pas tout à fait. Dans ses moindres gestes, Sébastien exprime tout le respect de cette famille pour le végétal. Ça serait bien que tu aies une tête d'asperge dessus, je trouve. Ça, je me demande si celle-là, tu vois, je la taillerai pas et je la glisserai pas dessous. Et je garderai que la Mais peut-être on pourrait, si on fait tomber les feuilles de pois. Je peux avoir 2-3 feuilles d'érythrone et une fleur, s'il vous plaît. Pour les 2 chefs, tout doit être parfait et chaque détail compte. Vous m'avez donné une fleur, il lui manque une pétale, elle est pas belle. Oui. Voilà. Ouais, impeccable. Dans les assiettes des brasses, les fleurs doivent être aussi belles que dans la nature. Et cette flore exceptionnelle nourrit aussi les troupeaux. Depuis le XIIe siècle, l'Aubrac est une terre d'élevage. Cette activité ancestrale a façonné le plateau.
Ici est née une race emblématique. Des animaux qui ont su s'adapter à cette terre rude pour en devenir le porte-drapeau. C'est la vache Aubrac. Sa viande est connue dans la France entière, mais elle est aussi à l'origine d'un autre fleuron de la gastronomie de terroir, le fromage de l'Aïol. Aujourd'hui, cette spécialité est produite dans la ville même qui lui a donné son nom, l'Aïol. Une étape incontournable pour Sébastien, à quelques jours de l'ouverture du restaurant. Je pars chercher, choisir les fromages de l'Aïol à la coopérative, les fromages qui vont débuter la saison pour le plateau. Voilà. A priori, j'aimerais partir sur une fourme de Grand Aubrac. C'est les fromages qui sont faits avec les laits d'été. Donc ce sont des laits qui sont beaucoup plus parfumés que les laits d'hiver, puisque les troupeaux sont dans les pâturages. Et donc on a des laits voilà, qui sont beaucoup plus parfumés, des fromages beaucoup plus goûteux. Et sur le deuxième fromage, j'aimerais partir sur un très vieux l'Aïol. Alors je vais voir avec Franck sur un 15, 16, peut-être 18 mois. Mais c'est des fromages, on en trouve relativement peu parce que le l'Aïol est un fromage qui ne vieillit pas forcément énormément. Et des fromages qui vieillissent bien, c'est encore plus rare. Donc je ne sais pas, on va aller voir en cave, voir si on trouve quelques pièces intéressantes. Dans les caves, un véritable trésor. 8000 fourmes en cours d'affinage. Certaines vont vieillir ici jusqu'à 1 an et demi. Rendez-vous avec Franck Bourrel et Christian Miquel, responsables de la coopérative. Ils vont orienter Sébastien sur les meilleurs fromages de la cave. Moi, je te propose ce lot-là. C'est donc des fromages de juin. Donc, c'est Ça, c'est juin, là, toute l'étagère, c'est du juin. Ouais, les deux niveaux, c'est juin. C'est un joli lot de juin. Donc là, on est sur l'herbe. On se roule dans l'herbe, on va dire. Très bien. C'est toute la Ces forme, fromages ont tous 10 mois d'affinage, mais chacun a son identité. Ici, tu vois, c'est intéressant. Il commence à être cuissonné. On dit ça, on appelle ça Cette partie-là, ouais, ça des cussous. D'accord. Donc c'est des acariens qui viennent un peu grignoter la croûte de nos fromages. Là, ils viennent de... Et donner du parfum, du coup. Voilà, après, je pense qu'ils vont donner un peu ce caractère un peu boisé, un peu noisette. Quand j'étais petit, je m'amusais à gratter cette croûte des vieux fromages de l'Aïol et regarder au microscope. Et c'est vrai qu'on voit bouger les acariens dessus. Donc j'étais toujours émerveillé de ça enfant. Et maintenant, je fais pareil avec ma fille. Et je gratte donc très très légèrement cette croûte des vieux l'Aïol et je mange la croûte. Et c'est vrai que c'est très très parfumé. Ça fait partie du caractère original du fromage de l'Aïol. Oui. Donc là, si tu veux, Mais il faut voir maintenant si le cœur du fromage tient ses promesses. voir ce qui se passe. Le cœur. Alors tu vois, regarde. On a un dégradé de jaune, de jaune ivoire. On va vers jaune paille jusqu'à un brun sous la croûte. Et donc là, je pense qu'on a quelque chose d'intéressant. Tiens, tu prends le bout. Hop. L'odeur est fruitée. Hein. Moi, je sens du fruité. Après plusieurs essais, Sébastien trouve enfin son bonheur. Celui-là, on a un petit peu plus de gras et d'équilibre au palais. Parfum, un petit peu de noisette, ce côté lacté, fruité aussi, qui est assez présent et qui est assez caractéristique finalement des laits d'été. Le verdict, on part sur celui-là. Voilà, c'est décidé. Réservé maison Brasse. Une partie sera servie dès le lendemain au restaurant, l'autre conservée ici, à la cave. Sébastien, bien goût. Alors Sébastien, il y a un moment intéressant, c'est ça. Là. Tu plonges le nez là. Le nez là. Ah ouais. Là. Ouais, ça c'est génial ça. C'est le meilleur moment pour sentir un fromage. Il est formidable. C'est vrai que le nez c'est... La noisette, hein. Le nez c'est génial là. Ouais. Ouais. Ils vont se régaler. À travers leur cuisine, la famille Brasse exprime sa fascination pour la région. Une passion qui prend ses racines tout en haut du plateau de l'Aubrac.
Quelques heures avant l'ouverture du restaurant, nous y retrouvons Michel et sa femme Ginette. Ils nous révèlent comment ce paysage inspire sa cuisine. À un moment donné, il faut savoir être raisonnable. Il y a une phrase d'un peintre que j'aime beaucoup qui dit plus les moyens sont limités, plus l'expression est forte. Et ce paysage, bon, je reprends ce chemin là-haut, je prends ce mur. C'est goûteux pour moi, mais ce n'est pas la peine d'en rajouter des 1000 et des 100 parce que ça se suffit à lui-même. Et dans une assiette, il ne s'agit pas qu'il y ait une multitude de saveurs. J'aime bien à un moment donné griffer les assiettes pour amener un élément qui est tonique, qu'on appelle le nougnac avec ses bas, qui est tonique, qui va donner de la dimension gustative à l'assiette. C'est le grain de sel, c'est le cornichon. Et donc, les traces qu'on fait dans les assiettes, ça a été inspiré un peu de ça. C'est-à-dire que ce paysage, il n'y aurait pas ce contre-jour sur ce mur, il serait très fade. Et que là, pouf, d'un seul coup, il explose. Le plat fétiche de la Maison Brasse célèbre cette simplicité et l'amour de Michel pour les plantes. Il s'agit du gargouillou. À l'origine, un plat traditionnel paysan, c'est devenu un incroyable mélange de légumes, de plantes et de fleurs. Et à chaque fois pour Michel, c'est un clin d'œil à l'enfance. Ouais. T'as jamais joué avec ça, avec ta chérie? Si. Tu es feuille? Non, mais après. Oui. Tu sais pas? Combien on va avoir d'enfants? Ouh là là. Ah, ça, je sais pas. Chaque jour, le gargouillou de Michel est différent. Tous les jours, c'est le même rituel. J'aime bien y être, parce que c'est un peu de ma vie, le gargouillou. C'est le rapport à la nature. Or, le gargouillou, il a 30 ans aujourd'hui. Et plus ça va, plus il est complet. L'année dernière, c'était au mois de juillet, je crois qu'on est arrivé à dénombrer à peu près 80 variétés, entre les fleurs, les herbes aromatiques et les légumes. Alors, c'est un plat vraiment vivant. Chaque jour, il change, il n'est jamais le même. Et donc aujourd'hui, il est d'autant plus épanoui, ce gargouillou, qu'on a le jardin, où on a plein de variétés de par le monde qui viennent l'égayer, le parfumer, le colorer. Voilà. Ah mais t'as vu, elles s'ouvrent avec la lumière. Le matin, au jardin, elles sont toutes fermées comme ça. Tu vois, je les ai cueillies comme ça ce matin. Est-ce que tu as des fleurs qu'on peut mettre sur le jardin? Des fleurs, je te regarderai, j'ai pas grand-chose. À part la tulipe. Le gargouillou est bientôt terminé. C'est enfin l'heure du tout premier service de la saison. Table 14, 2 couverts. Est-ce qu'on peut y aller sur le gargouillou carte? Table 8, on enlève. J'enlève. Ravi, on a. Envoyez. Là, il manque la valériane grecque. Malgré l'œil vigilant de Sébastien, ça cafouille encore un peu en cuisine. Un beurre, Maya. Où elle est, Maya? Un beurre. Oui, fort, Maya. Les gars, quand il y a les commandes qui sont passées par la salle, je veux des oui qui pètent, qu'on vous entende. C'est d'accord? Oui. Voilà. Oui, viens là mettre là. Donc là, on fera des jolies cases bien carrées pour pas tout mélanger, sinon on va pas s'en sortir. Hein. Table 2, les abuses ont été réclamés et c'est parti. Ok, sinon, au bout de 10 minutes, c'est toujours un petit peu tendu parce que tous les derniers réglages se font toujours un petit peu au dernier moment. Donc des fois, il y a des choses qui marchent bien, des fois, il y a des choses à régler au dernier moment, comme la mousse de lait là, qui ne me va pas tout à fait. Mais bon, c'est comme ça. C'est un challenge quotidien. De son côté, Michel continue de chercher à surprendre. Non, ce que j'aimerais, c'est que le client vraiment le voit, tu vois, que ça l'interpelle. Là. Il ferait foutre un tour de moulin à poivre là-dessus. Là, l'agneau était tellement beau avec ce gras, avec la peau grillée, moi, ça ne me gêne pas, je le mange. Et alors, la lecture qu'on demande au client, on la lui met à gauche, en haut, avec un tour de moulin à poivre pour que ça l'interpelle. Ah, tiens, il y a une raison d'être, là, c'est pas tout à fait par hasard, voilà. Et pour qu'il aille le picorer. J'adore picorer, voilà, j'aime bien ce terme de jeu, picorer, c'est un jeu. La cuisine, ça doit rester un jeu, et ça ne doit pas être du sérieux.
table 6 passe à table, s'il vous plaît. La table 6 passe à table, s'il vous plaît. J'ai hâte que l'équipe soit rodée, qu'elle connaisse notre fonctionnement, nos méthodes de travail, la gestion du service, nos façons de dresser. J'en parlais un petit peu hier soir aussi, qu'ils aient déjà quelques notions, des habitudes, des réflexes. Il me tarde d'être, dans 10 jours, 15 jours. La saison sera lancée, l'équipe sera pas rodée, mais aura déjà un bon aperçu du fonctionnement de la maison. Alors en salle, comme en cuisine, les équipes affinent encore le service. Pour les Brasses, faire la cuisine dans ce pays, c'est en perpétuer ses traditions et préserver son terroir. Bon, on aura une belle journée encore aujourd'hui, un peu ventée, mais... Alors, à chaque ouverture du restaurant, c'est un rituel. Sébastien emmène son équipe en VTT découvrir les trésors du patrimoine de la région, aujourd'hui le village d'Aubrac. Le village est dominé par ce monastère du XIIe siècle. Ici, on l'appelle la Domerie d'Aubrac. En l'an 1000, à peu près, l'Aubrac s'était rempli de forêts, de bois, comme on voit un petit peu plus loin, partout là-bas. Et l'Aubrac était traversé par le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc cette voie traversait tous ces bois qui étaient très mal famés. Il y avait tout un tas de brigands qui habitaient dans ces bois d'Aubrac. Et souvent, les pèlerins étaient détroussés par les brigands qui habitaient dans ces forêts. On avait cette domerie qui accueillait les pèlerins. Et les pèlerins venaient toquer à la porte ici et ils demandaient « aliquit », quelque chose à manger, qui est devenu aligot après, plus tard. L'origine de l'aligot, c'était ça. Si on existe aujourd'hui sur le plateau d'Aubrac, c'est lié à toute cette histoire-là et notre quotidien, notre cuisine, notre respiration, on la puise au sein de ce plateau. Donc on essaie de faire découvrir un petit peu les secrets et les trésors du plateau d'Aubrac. Voilà. Et des trésors comme ceux-là, Sébastien et son père en ont encore plein à partager. Nous les retrouverons pour un autre temps fort de la vie du plateau. Aujourd'hui, la défense de notre patrimoine culinaire n'est plus seulement l'affaire des grands chefs. Direction la région lyonnaise. Ici, comme partout en France, des particuliers veulent retrouver le goût des bonnes choses. En plein cœur de Lyon, des passionnés ont même décidé de s'associer pour soutenir les petits producteurs de leur région. Super bon. Bienvenue à la Communauté du Goût, un lieu unique en France. Dans cet entrepôt reconverti en épicerie, 800 adhérents viennent faire leurs courses. Sur les étagères, que du savoureux, de l'authentique, acheté à des producteurs locaux. C'est la caverne d'Ali Baba. On trouve toutes sortes de choses agréables, bonnes et puis surtout naturelles. Cuisiner avec des produits comme ceux-ci, c'est vrai que c'est une chance d'un côté de pouvoir cuisiner, pas qu'avec des produits d'hypermarché. On est vraiment devant des produits qui sont faits avec plaisir, avec bonheur et qu'on peut partager ensemble. Voilà. La Communauté du Goût est née grâce à cet homme bénévole, Frédéric Bessard. Dans la vie, il est consultant, mais sa vraie passion, c'est bien manger. Ici, il a tout prévu, même le coin cuisine, pour l'atelier recettes. Une première recette, roulade de canard à l'italienne. Frédéric encourage chaque adhérent à proposer une recette à la communauté. Ce soir, c'est Mireille, passionnée de cuisine, qui fait sa démonstration. On va mettre ça au four,
150 degrés. En fait, ça cuit très très rapidement. Donc là, il y a deux. Et pour la dégustation, c'est Frédéric qui fait le service. Il en profite toujours pour défendre le vrai goût des produits. Très important, une aiguillette, ça se respecte. Hein. C'est vraiment comme ça, hein. C'est rosé. Hein. Surtout, c'est un produit extrêmement délicat. C'est peu de temps de cuisson. Donc là, il est protégé par le jambon. Et comme toujours, les questions fusent. Quel type de foie gras on devrait prendre? Du frais, du mi-cuit, C'est du cuit. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. C'est du mi-cuit, oui. D'accord, voilà. Non. Quand vous utilisez le foie gras dans cette recette, vous le sortez, il est frais, vous le sortez du frigo ou alors il est à température ambiante? Non, on le sort du frigo. D'accord. Il faut qu'il soit frais. Comme ça, il résiste mieux à la température, à la chaleur du four. Et il garde son moelleux. Oh. Tu vois, c'est trop. À présent pour Mireille, c'est l'heure du verdict. Bon, on va couper chacune. C'est difficile à couper avec les ficelles. Oui, c'est pas joli du tout, mais ça doit être bon quand même. On l'a déjà testé avec Mireille. On l'a testé l'autre jour et on s'est régalé. C'est pas une cuisine formatée, c'est une cuisine spontanée et on utilise les bons produits, on les assemble, les goûts nous conviennent. Bon, c'est sûr, là, la présentation peut être revue, améliorée, mais l'ensemble est convivial. Bon. Excellent. Voilà. Tous ces petits instants là qu'on découvre ensemble, c'est super. Super. Ça va. Ou en tout cas, on reviendra avec les potes, parce que je crois que c'est vraiment super. J'ai l'impression qu'on est autour de la cuisinière. Oui, mais là, on tourne autour de Mireille. Là, on se dit, ce dernier petit morceau va être pour moi. Mireille, est-ce qu'on peut saucer? C'est ça, le fait de... Cette association de gourmands ne laisse pas une seule miette dans la casserole. Et après l'atelier, les participants font leurs courses pour reproduire la recette. Tranche de... Voilà, c'est ça. Alors, en fait, vous continuez, vous allez refaire la recette chez vous? Exactement, toujours. Quand je viens à un cours de cuisine, je fais en sorte de la refaire rapidement pour tout de suite l'enregistrer. Ici, ce qui est agréable, c'est que c'est pas plus cher que dans les supermarchés. Donc au final, on a du conseil, des produits qui sont très bons, qui sont frais, et puis la possibilité même de le cuisiner. Donc c'est parfait. Et dans un lieu qui est, que je trouve très, très agréable pour venir avec des amis, avec les enfants. C'est pas guindé, c'est pas la haute cuisine lyonnaise et on se dit oh là là, je vais jamais réussir. Au contraire, c'est accessible à tous et puis ça donne envie. Pour connaître le secret des fameux canards de Mireille, direction les monts du Beaujolais. Un paysage marqué par sa tradition viticole ancestrale. À flanc de colline, la ferme de Céline et Olivier Artigue. C'est au cœur de ce terroir qu'ils élèvent leurs canards gras selon des méthodes traditionnelles. Leur philosophie, produire peu, mais en qualité. Les Artigues vivent en famille sur leur exploitation. Ici, les canards sont élevés en plein air pendant 4 mois et, comme dans la nature, se nourrissent à volonté. C'est sauve. Il monte? Non, il veut pas. Vous amenez vers la mangeoire. Olivier est originaire du sud-ouest. Pour lui, élever des canards, c'est renouer avec une tradition familiale. Depuis tout petit, j'étais dans un milieu où il y avait des canards, où on gavait des canards et où on cuisinait des foie gras, des confits. Donc, on va pas dire que ça m'est venu naturellement, mais presque. On a réuni les régions entre Voilà, le sud-ouest et ici, puisqu'ici c'est plus le poulet, donc on fait poulet et canard en réunissant les régions. Et finalement, on s'est dit qu'élever des canards au milieu des vignes, au milieu du Beaujolais, ça pouvait tout à fait se marier ensemble et que ça pouvait faire un mélange heureux, quoi.
Après 4 mois dans les prés, les canards sont dirigés vers le bâtiment de gavage où ils vont passer 2 semaines. Olivier et Céline Artigue élèvent des canards pour le foie gras et la viande depuis 10 ans. Ils ont une conviction. Pour obtenir de la qualité, il faut respecter le rythme naturel du canard. On voit que celui-là, il se nettoie, l'autre, il étend ses ailes. On essaye autant que possible de respecter nos animaux et d'avoir un milieu de vie proche de celui qu'ils peuvent avoir dans la nature. La pratique du gavage ne date pas d'hier. Elle a débuté il y a 4500 ans. En fait, c'est les Égyptiens qui ont constaté que les oies, parce que c'était des oies qui principalement là-bas, mangeaient plus que d'habitude avant de partir en migration. Et donc, ils vont naturellement se suralimenter de façon à accumuler de l'énergie sous forme de graisse. Donc, le canard la stocke sous la peau et principalement dans le foie. Donc, c'est pour ça que le foie va se développer et va faire des beaux et bons foie gras. Olivier et Céline Artigue fournissent la communauté du goût depuis la première heure. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Frédéric Bessard. Pour la communauté du goût, il parcourt sa région à la recherche de ses produits d'exception. C'est une passion, c'est une histoire, c'est des racines. Je suis né à Bourg-en-Bresse. Mon père et ma mère sont du monde rural et pour une bonne part encore exploitants agricoles, fermiers. J'ai été élevé dans cet univers où en tout cas j'en ai senti très jeune toutes les vibrations. Je suis un gourmand, je suis cuisinier chaque fois que c'est possible. Donc c'est vrai que j'ai envie de transmettre et de partager cette passion avec d'autres. Aujourd'hui, il va rencontrer des artisans hors du commun. Des hommes qui continuent de préserver une activité traditionnelle de leur région. Nous sommes dans la Drôme, à 140 km au sud de Lyon. Frédéric arrive sur les contreforts du Vercors, un plateau à 1000 mètres d'altitude. Frédéric retrouve Bernard Xuref, un agriculteur passionné par les plantes de son pays. Ensemble, ils partent à la cueillette en tracteur. Waouh. Ah, Dis donc, ça change de Lyon. Hein. ah oui. Le bruit, l'air pur, les outils de travail. Qu'est-ce que tu vas couper là? Ben, je vais justement ébrancher quelques pins sylvestres. Bernard Xuref doit tailler des branches de pin pour en prélever des jeunes pousses. Un trésor d'arômes qu'il va distiller pour en faire de l'huile essentielle. Voilà. Je vais te faire goûter maintenant, te faire sentir. Qu'est-ce que tu veux que je goûte? J'ai quand même pas mangé ça. Ça, c'est la meilleure partie. Alors celui-là, effectivement, on peut dire qu'il sera très très riche en huile essentielle. Hein. Donc là, c'est le début, tout début, on voit la formation qui va devenir plus tard la pomme de pin, hein, qui va servir à, donc à allumer le feu. Tiens, vas-y, goûte ça. Ça, c'est le summum. Ouais, moi, Ah ouais. Quand on doit déterminer aussi s'il y a une bonne valeur d'huile essentielle, c'est de prendre, tu vas le prendre dans ta main et tu vas bien le frotter dans tes doigts comme ça. Le frotter? Oui, bien le presser comme ça. Ouais. Voilà. Et à ce moment-là, hein, ce qui est important, c'est de sentir. Là, on a déjà à peu près un avant-goût de ce que sera l'odeur de l'huile essentielle. Ah oui, Ça pénètre dans les poumons. Ah oui.
Pour sa distillation, Bernard Xuref verse 50 kg de branchage dans la cuve de l'alambic. Cet appareil traditionnel permet d'extraire l'huile essentielle grâce à la vapeur d'eau. Deux heures plus tard, les premières gouttes d'essence commencent à sortir. Ah, c'est pas rapide, hein? Quand je dis que la distillation du pain sylvestre est très très longue. Hop là, attends. Tiens, tu me tiens le flacon là, comme ça je vais remettre ça là parce que c'est tellement précieux. Voilà. Et voilà, ça coule ici. Voilà. Ouais, Alors, regarde, voilà, ouais, effectivement. Ouais. Donc maintenant, tu le sens. Voilà. Ah, il y a un côté un peu sirop. Hein? Ouais. Alors l'huile essentielle, c'est uniquement le millimètre qui est dessus là. Vous vous rendez compte le rendement là? Uniquement Le millimètre qui est dessus. Ah, le millimètre. C'est ça l'huile essentielle. Pure, c'est ça, uniquement. Ce qui flotte. Et le reste, c'est ce qu'on appelle de l'eau florale ou l'hydrolat. Et avec cette huile essentielle, Bernard a imaginé une recette étonnante, la mélanger avec le chocolat de son ami Paul Caruel. Bon, alors, où est-ce que vous en êtes? Eh ben, chocolatier. Moi, j'ai besoin d'huile essentielle pour faire mon chocolat. Juste à côté de l'alambic, les deux complices ont installé leur chocolaterie. C'est Bernard qui est venu me voir. J'avais les mains dans le chocolat comme d'habitude. Et puis, il me dit, dis donc, tu pourrais pas mettre un peu de ce que je fais, moi, des huiles essentielles, donc, dans ton chocolat. Quoi? Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Ce qui est merveilleux, c'est que... c'est une rencontre. Oui, c'est une rencontre qui l'a provoqué. Hein. Il a provoqué, ce qui fait que là, au lieu d'être dans une chaise longue, je l'ai mérité. Et bien là, je suis au turbin toute la journée. Et qu'est-ce que vous voulez? J'adore. Les deux amis ont un secret de fabrication qu'ils gardent jalousement. Ça, c'est le... Tu as fait fondre ta matière première chocolat? Alors, là, par contre, c'est un petit secret de fabrication. Oui, voilà. Je recule. Hop là. Et voilà. Vous voyez que c'est une espèce de complicité entre nous deux. C'est pas possible, on a mis à peine. C'est-à-dire depuis des années. J'ai expliqué ce matin. Alors là, je mélange. Je mélange des petites gouttes, des petites gouttes d'essence de pain sylvestre que vous avez distillé. Voilà. Et moi, mon boulot, c'est d'en faire maintenant des petites pastilles qu'on appelle des palais. Et attention, ce chocolat unique, il faut savoir le déguster. Alors, pourquoi on le fait sous forme de palais? Parce que le chocolat ne se croque pas. Il se croque pas? Non. Non, ça va bien la tablette classique, vous croquez. Voilà. Ça, c'est du chocolat, donc du très bon chocolat. D'abord, vous le sentez. Ensuite, vous posez sur la langue. On se tait, à ce moment-là, on se tait, hein, Bernard? Là, sur la langue, je sens quelque chose qui se diffuse. Et le son de goût n'est pas la même. Il a les yeux qui plissent de bonheur. Hein. C'est un amateur. Hein. Ça, c'est au poivre. Au poivre? C'est au poivre de Sichuan. Voilà, méthode des essais. Quel poivre? J'avais envie de faire des chocolats au poivre. Oh là là. Quel poivre? Oh, mais c'est immédiat. Voilà. C'est le meilleur. Le chocolat de Paul Caruel est unique. Il ne contient aucune matière grasse animale. Le beurre est remplacé par du beurre de cacao, le lait par du lait d'amande. Mais le plus important, c'est ce tour de main qui exhale l'arôme du chocolat. Ah, Bernard, un petit chocolat apéritif. C'est comme ça qu'il le préfère. Ah oui, moi j'en parle. Tu vois, ça, hein, c'est bon, ça. Hein. Alors, pareil, laissez-le fondre sur la langue. Ça, on peut dire, c'est la fine fleur du chocolat. On ne devrait jamais faire autre chose que ça. Un chocolat exceptionnel, fait par des hommes de cœur. Et si c'était là le secret des bonnes choses? Travailler à la main, comme nous travaillons. Là. C'est la manière de transmettre au chocolat notre énergie, notre bonheur,
notre joie, notre Non, puis passion. là- Et pourquoi on s'entend si bien avec Bernard, c'est parce qu'on a exactement les mêmes passions dans les doigts, peut-être. Lui, il va chercher son thym, son genévrier, des choses comme ça. Il va en extraire la quintessence. Il y a une puissance vitale là-dedans. Alors, ajouter la puissance vitale d'un chocolat hors gamme, vous voyez dans quel état on est? Au-delà des saveurs, ce sont les hommes et leur amour du travail bien fait que la communauté du goût veut mettre en valeur. Le produit, on ne peut pas le détacher des gens qui sont derrière et qui, du matin au soir, donnent tout pour nous le proposer dans ces conditions. Et ça me... Vraiment, je pense que là, j'ai un petit rôle à jouer. C'est vraiment de faire passer toute cette dimension qui n'est pas immédiatement perceptible, mais qu'il faut communiquer. On est dans un monde où les choses sont impersonnelles. Là, il y a des gens, il y a des êtres humains, et Dieu sait qui bosse pour nous faire de la qualité. Donc moi, j'ai vraiment l'intention de faire passer aussi toute cette dimension. Retour à Lyon, capitale de la gastronomie. Sur ces marchés, les plus beaux produits de la région. Des produits stars dont la renommée a dépassé les frontières. Pourtant, certains savoir-faire sont menacés par la production industrielle. C'est l'autre cheval de bataille de la communauté du goût. Frédéric Bessard a rendez-vous avec Georges Reynon, un des derniers charcutiers à fabriquer le véritable saucisson de Lyon. Ça va bien, ça va bien. Je vais d'abord vous en montrer. Ici, vous voyez, on en a tout, on a un détalage. Ça, c'est ça. C'est ça, voilà. Hein, voilà. Saucisson de Lyon, c'est un véritable saucisson sec, vous voyez, embossé dans la rosette de porc. Oui. Voilà. À manger sec, mais un tout petit peu moelleux. Créé il y a plus de 150 ans, le saucisson de Lyon est donc un saucisson sec. Rien à voir avec le saucisson à cuire. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus que 2 charcutiers à le fabriquer à la main. On ne peut pas laisser un produit comme celui-là, qui a une telle histoire, disparaître. En plus, il ressemble à aucun autre. Donc, c'est pas un saucisson lambda, c'est vraiment, comme Georges me l'a expliqué, il y a vraiment un aspect physique très original. Ouais. Il y a une vraie délimitation entre le gras et la viande. Donc, un produit goûteux, un produit gourmand, un produit en danger, ça, c'est vraiment un produit où la communauté peut, là aussi, jouer un rôle de débouché, de promotion, et tout simplement proposer aux membres de la communauté quelque chose de très gourmand qui sort de l'ordinaire. Pour découvrir le secret de ce saucisson traditionnel, direction le laboratoire. Georges Reynon sélectionne une viande de porc avec soin, la plus maigre possible. Les bouts de gras, coupés en cubes, sont ajoutés séparément. C'est l'une des caractéristiques du véritable saucisson de Lyon. Et maintenant, un geste typique des artisans charcutiers, le pâtonnage. Ça sert à resserrer la viande et surtout à chasser l'air qui peut se trouver à l'intérieur de la viande. C'est quand même facile à faire, hein. On resserre bien la viande, on la frappe sur la table, on la roule. On embosse ça dans un boyau ce sont d'abord des boyaux salés au départ. C'est la rosette, c'est l'extrémité du tube digestif. Vous en avez pas 2 pareils. Voilà. Et le but, c'est de les rendre jolis. Parce qu'un saucisson, d'abord, il faut qu'il soit bon, première des choses. Deuxièmement, il faut qu'il soit droit, légèrement cintré.
et d'aspect uniforme. Voilà. Aucune bosse, il faut qu'il soit joli. Voilà. Et pour ça, il existe un tour de main que les charcutiers se passent de père en fils. Ce que je suis en train de faire, on appelle ça le ficelage en losange. Là, c'est un vrai tour de main. Moi, c'est mon père qui m'avait appris ça, et moi, je l'ai appris à tous les jeunes qui sont là. Voilà, et c'est comme ça qu'ils savent faire maintenant, aussi bien que moi, pour pas dire mieux. Comme dans chaque métier, si vous voulez, il ne faut pas garder tout pour soi. Au contraire, il faut que l'information soit diffusée, il faut que les tours de main soient expliqués et communiqués aux jeunes qui arrivent dans le métier pour que tout cela poursuive, pour qu'il y ait une pérennité dans notre métier. Et ça, c'est très important, évidemment. Indispensable également, partager ce savoir-faire avec le consommateur. Retour à la communauté du goût, où Georges vient présenter son travail aux adhérents. Car ici, on ne vient pas seulement pour acheter, mais aussi pour rencontrer les producteurs et échanger ses impressions. Comment tu trouves? Les morceaux de gras, Goût exceptionnel. ils font pas gras. Et toi, Marc? Il est exceptionnel. C'est un goût extraordinaire et c'est vrai que le gras, quand on parle de gras, le gras passe très bien, on le sent pas, c'est vraiment extraordinaire. Moi j'aime bien le côté viande. Oui, il a un goût, le goût, il se tient. Comme ton papa, toi tu aimes ça? Il se Oui, tient, exactement. Extraordinaire. Ce soir, Frédéric en profite pour faire déguster d'autres découvertes du terroir. Car ce sont les adhérents qui sélectionnent ensemble les produits vendus à la communauté. Alors à la fin, Frédéric recueille leurs opinions. Le civier. Il est moelleux, un peu fade. Et même en sel, ce qui est rare. Justement, il n'est pas trop salé pour un fromage de tête et c'est ce qui est agréable. Oui. Le fromage. Délicieux. Alors, si je peux me permettre, là, il faut un coup de moulin à poivre sur le frais et le mi-frais et la fleur de sel que vous vendez là avec celle qu'on met sur le foie gras et l'autre tagine. Donc ça, c'est super. Ça, c'est une bonne idée. Bon, bah écoutez, a priori, la sélection se passe pas trop mal. Mais j'ai entendu quand même qu'il y avait un coup de cœur pour le pâté de campagne. Ah oui. D'accord. Donc ça, on va le mettre en place rapidement pour que vous en ayez dans les prochains jours. Il faut ces lieux où on nous raconte des histoires parce que le goût, c'est ça. C'est pas que la dégustation. C'est aussi toute l'histoire qu'il y a derrière. Ça donne aussi envie d'aller découvrir les producteurs aussi chez eux. C'est pas que rester ici. C'est aussi, quand on a l'opportunité, on prend les chemins de traverse, on aime tous faire ça, découvrir les paysages, on s'arrête dans les différents endroits et puis on retrouve ce fil. Cette curiosité évitera peut-être que ne disparaissent la richesse et la diversité de notre patrimoine culinaire. Retour sur le plateau de l'Aubrac pour un des moments les plus forts de l'année. Un événement qui depuis toujours a marqué la vie des hommes et qui pourtant a bien failli disparaître. La foire aux bœufs gras de l'Aïole. Aujourd'hui, une des foires aux bestiaux les plus renommées de France. Il y a quelques années encore, cette belle race était en sursis. Il a fallu toute la passion de ces éleveurs et le soutien de cuisiniers de renom comme Michel Brasse pour qu'elles connaissent un nouvel âge d'or. Attention, il y a le propriétaire. Le chef accompagne son boucher attitré et ami, Lucien Conquet, venu acheter les plus belles bêtes. Bon, moi, c'est l'ambiance, parce qu'après, je pense que, on se faire chez Lulu, mais c'est Lulu le pro. Hein. Bon, je ne vais pas
c'est son travail, de la sélection, tout ça. Il sait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Puis voilà, on travaille en confiance. Et je pense que notre travail, c'est ça. Par rapport au producteur, c'est essentiellement un rapport de complicité. C'est plus que la confiance, c'est la complicité. À peine débarquées, les vaches venues de toute la région sont exposées pour le grand concours agricole. C'est l'heure de gloire pour ces éleveurs qui ont passé toute l'année à préparer leurs bêtes. Les plus belles sont convoitées par tous les bouchers et acheteurs pour la qualité de leur viande. Gabriel Maffre fait partie du jury. Avec lui, on découvre comment regarder ses bêtes en véritable professionnel. On va toucher ici, à côté de la queue, pour voir son état d'engraissement. Voilà, en faisant ce mouvement-là, on juge de l'épaisseur, de la qualité de l'engraissement. Après, on peut poser la main sur la côte pour voir si elle n'est pas trop grasse. Celle-ci est vraiment parfaite. Puis après, on juge aussi la finesse du cuir. On pense qu'il y a une corrélation entre la finesse de cuir et la finesse du grain de viande. Voilà. Elle est parfaite dans le dos, une bête qui est très, très longue dans le dos. Il faut qu'il y ait une très grande proportion de muscles de première catégorie faufilés entre côtes. Avec un très bon rhum sec en prolongement du dos et une culotte parfaite qui descend bien bas sur le jarret. Ici, chaque animal a reçu un soin particulier, élevé à son rythme, dans les meilleures conditions. C'est vrai que bon, quand on voit des vaches de qualité comme on a aujourd'hui, toutes très bien finies, on sent elles sont pétillantes, elles sont vives, elles ont les têtes hautes. Ça fait plaisir de voir ça, quoi. Bien sûr qu'elles sont très bien nourries, on sent toute la passion des éleveurs. Décrocher une plaque, c'est une consécration pour ces éleveurs. C'est aussi la garantie de vendre leurs bêtes au meilleur prix. Car ici, chaque animal se négocie d'arrache-pied. Et comme au temps des anciens maquignons, les transactions se font encore en francs. Non, j'ai trouvé 35, tu me donnes plus de 35. Mais... Ah non, je te donne pas plus. Ah non, mais j'irai pas de là. Non. Mais tu trouves que je me fous de toi, 35? Oui, 35. Mais t'es malade, je me fous de toi. Mais raisonne un peu. Tu sais combien ça fait? T'as vu une bête tu sais combien ça fait en euros? Calcule combien ça fait en euros. Ça fait pas 6 € là, loin. Mais 50 centimes pour te faire plaisir, allez. Parce qu'elle a la plaque, parce qu'elle a la plaque. Mais parce qu'elle a la plaque, attention. C'est pour la plaque que je l'achète. Allez, tu vas passer. C'est parce que c'est toi le lui, mais... Allez, je me fais avoir. Après, tu te fais avoir. Attends, bourre, putain. Dans les bandits. Ah oui, allons-en. Lucien a eu gain de cause, mais il n'est pas au bout de ses émotions. Car c'est maintenant le clou de la foire, la vente aux enchères des 2 plus belles bêtes. Label rouge, bœuf fermé au braque, race au braque, l'enchère est couverte devant. Qui prend la main sur cet animal? 4,60. Cette fois, le prix du kilo est annoncé en euros. 5,30 €. 5,30, 5,40. 9,10 €. Tous les bouchers présents aimeraient remporter la lauréate. L'acquéreur pourra en effet exposer la plaque de l'animal toute l'année dans sa boucherie. 10 € le kilo carcasse. 10 €. 10 €, un prix rarement dépassé dans les enchères. Lucien hésite. On est à 10 €. 10 € une fois. 10,10 €. 11,30 €. 11,40 €. 12,30 € là-bas. 14 €. 14 € kilo carcasse. 14 €, l'assemblée s'agite. Jamais un animal n'a atteint un tel prix. 14 €, 14,10 €. 14,50 €. Une fois, on va juger à 14,50 €. 14,60 €. 14,60 €. 14,70 €. 14,70 €. 14,70 € une fois. 14,70 €. 2 fois, pas de regret. 14,70 €. 3 fois, jugé, la maison comptée.
C'est normal, c'est normal. C'est normal. Ouais, c'est parti. Lucien est la star de la journée. Avec lui, c'est toute la famille de l'Aubrac qui est fière de voir la plus belle bête de la foire remportée par un boucher du pays. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Lucien et son apprenti dans son laboratoire. La carcasse est prête et quelques critères en confirment la qualité au premier coup d'œil. La pendule, vous voyez la conformation de l'animal. L'épaisseur des muscles, l'épaisseur de... Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la couleur de la viande et la couverture graisseuse qui permet la maturation. Dans son laboratoire, Lucien ne travaille que des bêtes fermières choisies une par une. Ses gestes minutieux en préservent l'exceptionnelle qualité. Alors voilà, là maintenant on voit là, vraiment, c'est là qu'on voit la qualité de l'animal. Parce que bon, on voit quand même l'enveloppe graisseuse qui était juste ce qu'il fallait, pas plus, parce que des fois il y en a beaucoup plus. Mais quand même, ce qui est très important, c'est de voir ce persiller. Tu vois les petits points blancs là, ça c'est important. Il peut y en avoir beaucoup plus, beaucoup moins. Ça dépend à quel stade elle était engraissée, quoi. Hein. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'elle a une tenue, elle est ferme. Elle est ferme, à la coupe, elle est ferme. Mais elle est, si on prend un petit peu là, avec le doigt, la pointe des doigts, on sent la finesse de l'animal, la finesse de cette viande. Et on le sent bien, c'est ce qu'on appelle, c'est du velours. Et tous les bouchers ont cette manie de toucher la viande, on touche parce que rien qu'au toucher, déjà, on sait un peu ce que ça va donner au niveau tendreté. Là, je suis content de mon achat. Cette qualité de viande a fait la réputation de l'Aubrac. Et dans leur restaurant, Sébastien et Michel Brasse n'ont jamais cessé de la mettre en avant. Alors quand Lucien arrive pour sa livraison hebdomadaire, c'est comme une réunion de famille. Alors voilà le filet, bon là si tu veux, ça c'est la partie faux filet, le faux filet là, je te rappelle. Oui. Et là les pièces qu'il nous a menées, d'habitude il les garde pour lui, mais comme on s'entend bien, il nous les amène. Ah oui, ça c'est... Je m'en fais un point d'honneur. On devrait s'arrêter là, tu vois. Oui, mais voilà, mais là je te l'ai laissé entier pour que tu vois, voilà. Il n'y a pas de... Le critère de qualité d'une viande aujourd'hui, c'est pas le goût, c'est pas la couleur, c'est rien de tout ça, c'est la mâche. Il faut que ce soit tendre. Donc nous, aujourd'hui, il faut que notre travail en salle, ce soit un travail de conseil, leur dire la viande de bœuf, de l'Aubrac, les vaches avec les plus beaux yeux du monde, en passant, c'est une viande qui a de la mâche, elle a du goût, mais il y a un paramètre dont il faut tenir compte, c'est qu'il faut la mâcher, il faut apprendre à mâcher. Si cette qualité de viande peut encore être servie aujourd'hui, c'est grâce à une poignée d'éleveurs qui n'ont jamais abandonné une tradition ancestrale. Nous sommes le 25 mai, jour de la transhumance en Aubrac, depuis 2 siècles au moins. 120 vaches et leurs veaux ont été rassemblés dans ce pré. Et au moment du départ, la tension est palpable. Les éleveurs, André Valadier et ses fils, doivent à tout prix éviter que le troupeau ne s'emballe. Et papa, il ne faut pas les arrêter. Non, il ne faut pas les arrêter. Reste au 4-4. Attention, mettez-vous assis. Les Valadiers sont parmi les plus anciens éleveurs de la région. Pour l'occasion, toute la famille et les amis sont venus leur prêter main forte. Car pendant les 12 kilomètres de la transhumance, il s'agit de ne pas laisser un animal s'échapper.
En tête du cortège, André Valadier, le patriarche. On les monte parce que c'est la nature qui nous guide. Les herbages de fond de vallée sont terminés, surtout cette année. C'est dramatique, la sécheresse. Alors elles savent, et on sait que là-haut, pendant quelques jours, elles auront de l'herbe, de la bonne herbe à profusion. On a failli ne pas les retenir. Elles partaient avec beaucoup de conviction. Et ça sera pareil pour la descente d'ailleurs. Quand le mauvais temps apparaîtra, elles seront un peu anxieuses, voir si on ne vient pas les chercher, parce que là-haut, elles sont toutes seules. La nature les prend en charge. Et la nature fait bien son travail. Sur le chemin, André rencontre un autre éleveur. Il commente en patois les plus belles bêtes du troupeau. Eh oui, quella faccio per sabres da ici. Anche lei di chi lo viola, mai l'altro. Qu'est-ce que ressent l'éleveur le jour de la transhumance? Vous ressentez quoi? Ah bien, on peut lui dire... Ça tape là. Ça tape là, et puis il y a quand même une autre phase et un soulagement. Parce que la période hivernale est exigeante. Tous les jours, la période des vélages, l'éleveur est sur le troupeau. Pratiquement, on peut dire jour et nuit. Vous savez qu'ici, on peut dire que depuis toujours, il y a une relation particulière entre l'éleveur et son troupeau. Ce n'est pas le fait du hasard. La vache, c'est l'énergie, c'était le garde-manger, c'était l'élément fertilisateur. Il ne faut pas s'étonner de voir un taureau d'Aubrac sur le foirail de l'Aïol. Sous les apparences d'une promenade, la transhumance exige en réalité une attention de tous les instants. Ah, ils ont laissé partir un veau. Pas trop peur. Laissez-le regagner parce qu'il peut se perdre. Ça va? Ça va, j'apprécie le renfort. Et là, vous n'êtes pas beaucoup. Sur le chemin, Michel Brasse rejoint la transhumance. C'était Michel qui permet. Michel immortalise le moment où le troupeau arrive enfin à sa montagne. C'est le nom donné ici aux prairies d'altitude. Elles ont hâte, vous avez vu, on se presse au portillon. Mais bon, une fois qu'elles sont là, elles retrouvent le calme, la quiétude. Et puis, vous le voyez, une certaine... Vous voyez, elles s'arrêtent, elles mangent, elles savent qu'elles sont arrivées dans leur pâture. Aujourd'hui, c'est l'Aubrac que j'adore. Donc après, bon, les troupeaux, mais, c'est ma belle famille, c'est les amis que j'ai, c'est le sens que donnaient les hommes à leur territoire. Ça a nourri mon imaginaire, c'est impensable. Parfois, bon, quand il y a ces ombres portées, je sais pas, tu vois de la nourriture, tu vois une architecture de plats, tu vois, il y a plein d'images. C'est une fascination que j'ai pour ce paysage tel qu'il est aujourd'hui. Donc c'est vraiment le jour béni. Là. Avant de leur rendre la liberté, Jean, le fils d'André, leur enlève les cloches. Alors on les leur a mises il y a quelques jours, lorsque nous préparions la transhumance. On a choisi les plus belles d'entre elles que l'on a parées, voilà, pour l'événement. On souhaite rendre au troupeau toute la quiétude qu'il mérite sur la montagne. Alors on va laisser quelques cloches qui nous permettra de nous situer partant de Brouillal lorsque nous viendrons voir nos animaux et qui nous donnera la position du troupeau. Non, je voulais leur esserrer. J'aurais pas dû les leur... Allez. Le troupeau va rester dans ses pâturages pendant 6 mois, jusqu'en octobre.
Aujourd'hui, les éleveurs ne montent sur le plateau que 2 ou 3 fois par semaine. Mais jusque dans les années 60, des hommes restaient sur ces estives pendant toute la belle saison pour s'occuper du troupeau. Ils logeaient dans les burons, ces petites maisons de pierre. La partie enterrée abritait la cave à fromage qui conservait ainsi la fraîcheur. Aujourd'hui, ces constructions témoignent encore du mode de vie de ces buronniers. Dans son bureau, André raconte à Michel les techniques pour conserver le fromage au frais coûte que coûte. Il y avait une ouverture de chaque côté et il régulait la température en fonction du vent. Les bons cantalaises, le responsable de l'équipe qui était là, se levait quelquefois la nuit quand il y avait un changement de vent subit. Si le vent du midi se levait, il fallait venir vite fermer le fenestrou pour pas que, du midi. ça réessuie. Et inversement, on captait l'air qui venait du vent du nord. Voilà, c'était le voyage laboratoire. Dans cette pièce, 4 hommes vivaient ensemble pendant 5 mois. Tous les jours, ils fabriquaient sur place le fromage après la traite. Au rez-de-chaussée, la salle et la fabrication. À l'étage, les dortoirs. Quoi qu'il arrive, ces buronniers devaient à tout prix fabriquer quotidiennement leur fromage. C'était un tour de force, mais l'impératif, c'était de conserver du lait. Leur préoccupation, ils inventaient le fromage pour conserver le lait. Plus le temps passe, plus je respecte ceux qui, dans ces conditions-là, transformaient le liquide en solide, 10 litres en kilo, et le kilo avait 1 an et demi de vie devant lui. C'était fabuleux, dans des conditions incroyables, presque mais inhumaines. vous les connaissez, presque inhumaines. Oui. Aujourd'hui, la transhumance est une fête qui rassemble toute la famille de l'Aubrac. Toi, tu te perds pas. Hein. Pas perdu. Michel retrouve son ami boucher Lucien Conquet. Ensemble, ils évoquent leur lieu favori du plateau. À la cascade, là, le saut du loup. Là. Ah oui, salle de loup. Moi, je l'aime bien, cette salle. Elle est belle. Elle est belle, mais elle est un peu confidentielle. Comme toutes les fêtes sur l'Aubrac, la transhumance se termine par la préparation du plat traditionnel. Qui travaillera? Vous travaillez? C'est l'aligot. C'est l'aligot de l'Aubrac. Il n'y a pas qu'ici qu'on en fait, mais il y a qu'ici qu'il est né. Oui. Et il est né comment? Il est né un peu dans un esprit de sauvegarde. Parce qu'au départ, l'aligot, et d'ailleurs l'étymologie du mot le dit, c'était l'utilisation de sous-produits. Le pain était trop dur, commençait à moisir. Le fromage avait dépassé la limite ou allait la dépasser. On mélangeait, on faisait cuire et on avait l'aligot. Aujourd'hui, l'aligot est l'un des symboles du patrimoine culinaire de l'Aubrac. Délicieux mélange de tomes fraîches de l'aïeul, de pommes de terre et de crème fraîche. C'est les fils de la harpe. Quand l'aligot file correctement, on le célèbre avec le chant traditionnel des buronniers qui raconte en patois la vie quotidienne dans les burons. Parce que de chanter, ça va pas me réchauffer. Nous laissons là la famille de l'Aubrac pour nous diriger vers un autre pays d'élevage, les Hautes-Pyrénées.
À 150 km de Toulouse, nous allons rencontrer un homme qui fait partager sa passion pour les fromages de sa région. Aujourd'hui, dans la petite ville de Saint-Lary-Soulan, c'est jour de marché. Tenez, messieurs, dames, je vais vous faire goûter mon fromage. Tiens, regardez. Fromage du terroir et fromage de maison. Le Napoléon. Tiens, regardez. Coucou. Ça y est, c'est fait. C'est du fromage qu'on a fait de nous, celui-là. Hein. C'est le... Dominique Boucher aime faire découvrir les trésors de son terroir. Chaque semaine, on vient le voir pour goûter ses fromages. Vous aimez les chèvres, madame? Qu'est-ce que vous préférez? Ça, c'est du brebis fermier, qui est assez jeune, 3 mois. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Ça va et vous? On va goûter le fromage de Pyrénées. Hein. Eh bien, je vais te faire goûter le Napoléon pour démarrer. Ouais. En tant que meilleur ouvrier de France, ça ne doit pas être trop mauvais. Mais on essaie de se défendre. Ah oui. Bon, il n'y a rien qui a changé depuis 15 jours. Hein. Oui. Il n'y a que la chemise qui a changé. Qui a changé, ouais. Oui. Ce samedi n'est pas un jour comme les autres. C'est le premier marché que Dominique fait en arborant son col tricolore de meilleur ouvrier de France. La plus haute récompense pour un artisan. C'est une fierté. C'est une fierté. C'est le fait déjà vis-à-vis des copains qui sont sur le marché, qui sont super contents que je l'ai réussi. Et puis aussi par rapport à tous ceux qui travaillent avec moi. Et les clients qui sont aussi contents de savoir que leur fromager, il a obtenu ce col. Même en pleine activité, Dominique prend le temps de saluer ses clients réguliers venus le féliciter. Voilà, je vous fais la visite. Félicitations. Merci. Ce diplôme, c'est le couronnement de sa carrière. Il faut dire que Dominique s'y connaît en fromage depuis longtemps. C'est bon? Je suis né là-dedans. Mes parents étaient commerçants sur les marchés. Ma grand-mère était épicière. Et j'ai fait mes premières armes justement dans une épicerie où elle me faisait ranger un peu de force pour me faire travailler les bouteilles de limonade à l'époque. Et vers l'âge de 15 ou 16 ans, on m'a poussé sur les marchés et là d'aller vendre les œufs. Et puis petit à petit, j'ai eu le droit de couper les fromages et de m'occuper des clients en particulier. Ça va? J'ai 45 ans et mes premiers fromages, j'ai dû les couper, je devais avoir 15 ans. Faites la cure, non? Depuis, Dominique a fait du chemin. Il nous emmène dans ses caves d'affinage découvrir son fromage, qu'il a créé il y a 7 ans, le Napoléon Commingeois. Du nom de son terroir, le Comminges, dominé par cette spectaculaire cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges. Depuis le XIIe siècle, une étape sur le chemin de Compostelle. J'ai mis un point un fromage qui est à base de lait de brebis, 100% lait de brebis, que j'ai appelé le Napoléon. Et ce fromage de lait de brebis correspond à notre terroir. Ce fromage de brebis appelé Napoléon, c'est le terroir du Comminges, terroir où avant les fromages étaient affinés dans une ambiance très humide. C'était des fromages qui étaient lavés avec de la bière et affinés sur de l'ardoise. Et pourquoi Napoléon? Parce que vous allez le voir à un moment donné, quand dans mon paysage, autour de Morégeau, il y a une montagne qui s'appelle le Nez de Napoléon. Elle est devant la ville de Morégeau. Cette montagne, elle a la forme d'un nez où on voit apparaître les deux lèvres et le menton. Ça s'appelle le Nez de Napoléon. Montrégeau est la ville d'origine de Dominique. Bienvenue dans son sanctuaire. C'est ici que Dominique affine le fromage. Il reçoit des tomes fraîches qu'il va faire vieillir une dizaine de mois. Le principe de l'affinage, cultiver la moisissure pour former la croûte. Le fait de passer cette éponge, cette brosse sur la croûte, fait que je répartis bien. Je ne sors pas les champignons, je les répartis. Et ce soir même, et alors plus encore demain matin, ils vont réapparaître. Et encore, on va continuer à écraser
pour essayer d'obtenir des fromages avec une croûte qui est intéressante au niveau visuel et puis surtout qui soit uniforme partout. C'est certain que quand j'ai mes premiers fromages tout blancs, ils sont vraiment blancs et puis ils commencent à jaunir un petit peu. On commence à voir, par rapport à des vieux fromages, cette couleur commence à être identique là. Elle est là, elle vient. Celui-ci, il réagit bien. Dans la cave d'à côté, des fromages rongés par ce qu'on appelle les cirons ou les artisans. Alors si je le tape, c'est impressionnant. Et ce que je fais là, c'est le fait d'ensemencer et de continuer à faire développer les cirons sur les autres fromages, alors que dans les doigts, je tiens un fromage qui a pratiquement 30 à 40 mois. C'est très très vieux, il va vivre encore longtemps, il n'est pas destiné à la consommation. Il est là, il continue à me donner des cirons, des artisans, et il reste dans une ambiance ici où nous avons des fromages qui sont vieux, dont l'ambiance, elle va être très froide. Dominique fait ainsi vieillir cet homme jusqu'à 18 mois avant de les vendre. Pour son fromage, l'artisan nourrit de grandes ambitions. Il se prépare à un long voyage. Là, nous allons partir avec le Napoléon à Hong Kong. Ce qui est extraordinaire parce que j'aurais jamais pensé qu'en vendant des fromages, en créant un fromage, je puisse un jour aller à Hong Kong, vendre du fromage et faire connaître le fromage fabriqué ici à Montrégeau. Mais j'en suis fier et tous les gens de mon village sont fiers du fait que Napoléon et Montrégeau, eh bien, on en parle et c'est pas grand, mais on en parle. Et pour composer le plus beau plateau, Dominique part faire une sélection des meilleurs fromages de sa région. Sa tournée le conduit jusque dans le Béarn, à une centaine de kilomètres de Montrégeau. Pour rendre visite à son ami berger, Dominique a troqué le col tricolore pour le béret et les bottes. Adieu, Jean-Noël. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va? Il y a un moment que tu as commencé ou quoi? Eh bien, il y a à peu près demi-heure. Jean-Noël Bellegarde élève 150 brebis dans sa ferme. 2 fois par jour, il fait la traite à la main. Depuis toujours, sa famille produit le fromage ici, en se transmettant les méthodes ancestrales de génération en génération. Il est important qu'il y ait des bergers comme Jean-Noël qui préservent donc un terroir, des animaux et surtout le savoir-faire. Tout est lié. Tout fait que ça prend d'un seul coup et que tout d'un coup, le fromage est différent d'un autre fromage qui peut être fait ailleurs, même s'il était fait de la même façon. Des animaux différents, un endroit différent, ce n'est pas la même chose. Dans le même terroir, il y a plusieurs fromages qui ont des goûts différents. Et chaque berger est fier de son fromage. Déjà, tu veux que je lui mette? Tu es un habitué, tu sais faire, hein? Quand il rend visite à Jean-Noël, Dominique aime bien mettre la main à la pâte. Voilà. Vous êtes... Là, c'est au rythme où je suis parti, on va faire un petit cabécou. Hein. Et à chaque fois que je viens ici, ça me remet les bonnes valeurs dès le départ. Je pense que pour faire le métier de fromager, il y a l'affinage, il y a tout ce qu'on veut couper, mais il y a ça aussi. Il y a ça aussi, quand après on va aller soigner les bêtes, comme et puis c'est vrai qu'au moins, ça se ressent quand on vend du fromage par rapport aux clients, quand ils nous posent des questions. On n'est pas embêté puisqu'on l'a vécu et on ne raconte pas que ce qu'il y a écrit dans les livres. Tous les jours, Jean-Noël tire en moyenne 50 litres de lait, puis il va directement dans sa laiterie fabriquer ses 2 fromages quotidiens. Le berger produit son fromage entièrement à la main. Il transforme d'abord le lait en caillé. Le lait est pris, le caillé est pris. Ça fait un grain de yaourt. Puis avec le tranche-caillé, il en extrait le petit lait. Nous, ce qu'on va faire, c'est pour avoir des fromages de garde, comme des vieux fromages que l'on peut goûter au bout de 10 mois, 12 mois, c'est supprimer un maximum de cette humidité de ce petit lait. Donc, on va couper le caillé, comme il est en train de faire, le brasser, et on va le rendre comme des graines plus petits que des graines de blé.
Aujourd'hui, le gaz a remplacé le feu de bois pour porter le caillé à 40 degrés. Une température qui permet au fromage de commencer à se former. Ce que je vous fais en apparent, je le fais au four. Et je prends et je presse. Je continue à écraser mon caillé. Tu brasses, hein? Voilà. Ce qui est plus facile que traire les brebis. Tourne. Il faut qu'il brasse bien. Hein? Ah oui, il faut bien brasser. Tout en tournant. Tout en tournant et écraser le grain. Voilà. Montre-leur que tu sais travailler. Alors, ce qui est important là-dedans, c'est que quand on fabrique, Jeannot et moi là-dessus, sur des fromages comme ça, c'est cette sensation que de mettre le bras. Ça, c'est indescriptible. C'est le fait de mettre mon bras dans le lait, dans le caillé. Je ne pense pas que beaucoup de gens aient l'habitude de se mettre dans du lait. C'est des habitudes perdues. Elles existaient autrefois. Mais là, ce sentiment d'être comme dans un coussin de plumes, c'est indescriptible. Alors, le fromage va se déposer au fond du chaudron et le petit lait va remonter à la surface. Voilà la séparation. Et on attend un petit quart d'heure et voilà. Et reste à mettre le fromage en moule. Je sens que c'est pas moi qui l'ai fait. Le grain est plus grossier. Je le sens au toucher. Je sens, c'est un ressenti, je sens si le fromage va être réussi ou pas, quand je fabrique. C'est quelque chose qu'on ressent. On travaille en parfaite osmose avec le lait, quoi. C'est vraiment, il faut le ressentir. C'est enfin l'heure de la sélection. Enfouie sous les arbres, voici la cave de Jean-Noël. Toujours pareil, les plus vieux, tu les as en haut. Oui, voilà, toujours les plus vieux, regarde. Et ceux au fond, encore plus vieux. Bien affinés, là, tu vois. Ils sont de canne de janvier, février. Oui. Ceux-là, ils sont la croûte un peu jeune, lisse. Ils m'épargnent pareil. Dans quelques jours, ces fromages se retrouveront à l'autre bout du monde. Il y a longtemps que tu n'en as pas porté autant ici. Et toujours pareil, tu pourras m'y mettre un jour 4 cailloux de plus là-dessous. Hein. Heureusement que je pensais toujours à prendre les bottes. Maintenant qu'ils vont en Chine, ils vont faire un grand voyage. J'espère qu'ils seront appréciés là-bas, que les Chinois reconnaîtront ce travail de longue haleine qu'il y a eu avant d'en arriver là. Deux semaines plus tard, Dominique arrive à Hong Kong, au cœur de la mer de Chine, pour participer au tout premier festival des fromages. Il y retrouve Philippe Marchand, un ami fromager qui lui aussi est venu pour l'événement. Ils sont aujourd'hui les ambassadeurs du goût français en Asie. Ils prennent ensemble le Star Ferry, une navette qui relie les principaux quartiers. Pour Dominique, c'est une surprise permanente, un véritable choc culturel. Je n'en reviens pas. C'est la première fois que j'arrive sur une ville avec un bateau. Et d'arriver là et de ne voir que des immeubles géants, je me dis, mais comment on peut faire pour vivre dans des... tous regroupés comme ça, c'est incroyable. Je disais avec Philippe, il me dit que dans un immeuble comme celui-là, il y a 2000 personnes. J'ai du mal à imaginer qu'une ville comme Montrégeau puisse vivre dans un même bâtiment. Le Festival des fromages de Hong Kong se déroule dans un des trésors de l'architecture coloniale de la ville, l'ancien quartier général de la police maritime anglaise, la Hewlett House, aujourd'hui un hôtel-restaurant. Un des derniers témoignages du patrimoine britannique de la ville. Nous y retrouvons Dominique en plein préparatif. Un outil que j'ai fait façonner par un forgeron.
qui a obtenu le concours meilleur ouvrier de France. Je suis allé le voir et je lui ai dit, tords-moi des couteaux, fais-moi quelque chose. Et il m'a tordu des couteaux. Il m'a fait plein de découpes originales. Il m'a fait des découpes à droite, des découpes à gauche. J'en ai plusieurs autres qu'il m'a façonnées. Et là, je suis presque à une forme que j'ai réalisée pour le concours. À cet instant, le fromager se transforme en sculpteur. Dominique reproduit pour le Festival de Hong Kong son grand œuvre qu'il a imaginé pour le concours de meilleur ouvrier de France. Dès leur arrivée, les premiers visiteurs sont séduits. Ça, c'est fait par une personne, un homme, qui s'appelle Jean Noël, qui habite en montagne et qui travaille tous les jours. Je suis allé chez lui, je l'aide de temps en temps à traire les brebis, je l'aide à soigner les animaux, mais toujours est-il que quand je repars, lui, il continue. Et ce travail de main, avec les mains, je voulais amener. Quand on goûtera ce fromage-là, quand vous allez le goûter, c'est un fromage qui a vraiment le goût du lait de brebis. C'est fondant, ce n'est pas fort. Pour ce premier festival, les fromagers ont fait venir 200 variétés différentes. De quoi faire connaître les terroirs français. Le défi de Dominique, faire apprécier ses produits car ils ne font pas partie de la culture culinaire des Chinois. Alors, il leur apprend à déguster un fromage comme on déguste un grand vin. Quand vous sentez le premier, la fourme d'Ambert, qu'est-ce que vous sentez? C'est le cuir. C'est ça que je veux dire. C'est exactement ça. On est dans le côté animal, on est dans le cuir. Ça fait vache, ça fait... On est dans ce monde-là. Hein. OK? À la dégustation suivante, c'est au tour de Dominique d'être étonné. Le dernier là, le dernier qui est au lait de brebis, quelle odeur vous y retrouvez? Ah oui, vous avez raison. J'aurais jamais pensé à ça. La dame dit que ça sent comme des anchois. Il est vrai que le fromage est un peu vieux, il est déjà crémeux. Moi, je sentais le sel remonter. Comme j'habite à la montagne, j'ai du mal à percevoir les odeurs que vous percevez. C'est vrai, quand on ouvre un bocal d'anchois, on sent un peu ça. En tout cas, je vous remercie parce que je n'avais jamais pensé aux anchois en regardant. Il faut que je vienne à Hong Kong où vous êtes près de l'eau pour avoir d'autres notions de ce qu'il en est. Merci, avec plaisir. I guess it just reminds you of a certain taste. Yeah, it's good. I like cheese. Basically, the flavor is quite strong. So it's unlike the Chinese cuisine. But this one is quite like one kind of Chinese fish. Very good. It's good. It's good. Dans le public, des curieux, des gastronomes et des journalistes. Pas facile pour Dominique de trouver des goûts en commun avec ses amateurs à la culture alimentaire si différente. Quand vous le mangez, vous essayez d'écraser avec la langue, de bien sentir, vous allez voir ce que vous sentez. Si à votre idée c'est du comté ou si c'est du Beaufort. Je vous fais faire une expérience, c'est pas... Mais pour moi, c'est difficile à dire. Pensez si vous êtes plutôt dans le bois ou si dans les fleurs. Le bois ou les fleurs, d'accord. Si vous sentez un côté rustique, bois, ou si vous sentez un côté floral, plutôt des fleurs. Alors, à mon avis, peut-être pas les fleurs. C'est le côté bois. Oh, c'est le comté. C'est du comté. Non, mais... Dominique est en train de remporter son pari, sensibiliser les Chinois au terroir français. Mais le festival n'est pas terminé et le fromager leur réserve encore une surprise.
En attendant, ce passionné du goût part lui aussi s'initier aux saveurs locales. Avec Philippe, il s'aventure dans les quartiers populaires de Hong Kong. Mango. Mango. Moi, j'ai jamais vu ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? Wax apple. Wax apple. Poire, apple. How many do you want? Four, please. Four is 15. Ah. Merci. Merci. Au revoir. Bonne journée. Même ici, cet insatiable curieux est toujours à l'affût de nouvelles idées. Quand je fais des plateaux de fromage, j'essaye toujours de travailler sur les formes, sur les coupes. Et il y a des formes qu'ici je découvre, ça me donne des idées pour plus tard. Ce que j'ai vu là, ces fruits avaient des pics comme un hérisson. Je suis déjà en train de m'imaginer comment je pourrais découper un fromage qui fasse cette découpe de hérisson. Ça, c'est facile à réaliser. Je me verrais bien faire avec un gaperon. Avec un gaperon, faire le rond du fruit. Et ces pétales comme ça, avec une queue qui sort. C'est facile à réaliser, ça. Et pour découvrir la cuisine chinoise, Dominique et Philippe ne reculent devant rien. J'ai toujours besoin de sentir avant. Attends, je vais prendre une... Tu m'en sors une? Il y a du poisson. Oula, c'est épicé ça aussi. Waouh! Faut pas me mettre un briquet à côté de la bouche, je crois. Je crois que ça sort comme du feu. C'est bizarre, il y a des choses qui nous font un petit peu peur, mais bon, on se lance. On se lance. C'est à propos de se lancer. Ça m'a l'air d'être des abats. Alors moi ça va, j'aime les tripes chez nous. Ça doit être du cochon, ils ont des cochons ici. Oui, c'est du porc ça. C'est du porc. Alors le truc noir là. Ah non, celui-là je me le vois pas. Hein. Ouais, celui-là je me le vois pas encore. Hein. Attends, je vais le faire pour toi. Certainement ça coupera là, mais là. C'est comme des tripes. Hein. C'est comme des tripes. Non, non, c'est très bon. Allez, je pense à tous les gens des Pyrénées qui disent qu'ils n'ont pas peur. Alors il me semble manger une éponge. Mon Dieu. C'est du poumon. C'est du poumon. Ah oui. En bas, il n'y a pas la traçabilité là qui va arriver. Je pense à tout ce qui est. Là, mon Dieu. J'ai la langue qui est collée sur le haut du plafond. Ce qui est complètement... Et j'ai les papilles sur le côté, ils font les oreillers, tu sais, sur le côté. Ce qui est complètement fou, c'est qu'on on est en dehors de toute réalité occidentale, là, tu sais. Non, il faut que je mange un truc épicé là derrière, il faut que j'oublie ce goût-là. Et puis... Et nous, les poumons, on les jette chez nous, on fait pas ça. Allez, on va continuer. On va continuer les petites pommes de terre. Avec ça, on a fait le plein. Ça me plaît bien. Le lendemain, dernier atelier, et les visiteurs chinois ne vont pas être déçus. Alors le principe de fabriquer du beurre, je vous ai dit, c'est de séparer la matière grasse de l'humidité. Ça va tourner quand on va remuer, ça s'appelle un palais. Et à force de le faire remuer, l'humidité va partir sur les côtés, la matière grasse va rester accrochée là. Cette machine, ça existe de plusieurs formats, ça s'appelle une baratte à beurre. Alors pour ceux qui sont volontaires, je ne sais pas à quoi ils s'attendent, mais c'est quand même assez physique. Nous allons tourner au moins pendant un quart d'heure. Pour ceux qui travaillent, il ne faut jamais s'arrêter. On va aller plus vite parce que dans cette pièce, il fait chaud. Ça arrive le beurre là-bas, Philippe? Ça met du temps, ça met du temps. Go, 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 go. No stop, no stop, no stop, no stop. Allez, go, go.
y est presque aussi. Vous voyez le beurre, vous commencez à l'avoir là. Oh. Le beurre a pris, mais ce n'est pas fini. L'opération suivante, ça va être de, je sais pas comment on traduit ça. C'est, on va faire pipi au beurre. On fait pisser le beurre, on appelle ça. Il faut le battre ici. Il faut que l'humidité s'en aille. Il faut faire partir l'humidité. Et ensuite, quand le beurre sera avec un maximum d'humidité qui va partir, ceux qui voudront du beurre doux, on le gardera tel que. Ceux qui voudront du beurre salé, on va y rajouter un petit peu de sel. Je vais l'étaler pour qu'après on puisse le goûter sur celui-là. It's a bit soft, unsalted. I didn't put any salt in it, so you want to try? It's soft. It's more soft than the one you buy in the supermarket. C'est bon? Better than before. The taste better than before. I asked them to put the salt, and I taste the not salted one. The taste is very pale, but after the salt is better. On a complètement oublié de savoir les choses élémentaires de la vie, telles que de faire du beurre. Les grands-mères, non, elles savent toutes. On leur fait voir une baratte, elles savent toutes. Quand je fais découvrir en France même à des femmes et des hommes d'une trentaine d'années, ne connaissent même pas le mot baratte. Et ici, je le comprends qu'on ne connaît pas le mot baratte, il n'y a peut-être pas de traduction pour le mot baratte. Par contre, les joies sont les mêmes et les plaisirs sont aussi identiques. Je vois des yeux qui sont illuminés, presque comme des enfants qui ont joué un moment. Et les gens de suite ont envie de se ramener ce beurre-là et de faire voir chez eux. C'est moi qui l'ai fait. C'est bon? Are you happy? Happy. Merci. C'est grâce à l'engagement de passionnés comme Dominique, Frédéric, la famille Brasse et tous les autres que la gastronomie et la diversité des saveurs appartiennent toujours à notre patrimoine vivant. Aujourd'hui, la défense du goût est l'affaire de tous pour que se perpétue le plaisir de partager les bonnes choses. 3 fois jugé